système de grande taille, complexe. Ok. Ok. Je dois accepter les gens au fur et à mesure que je parle. Ok. Attendez. Je vais partager avec vous l'écran. Je vais vous poser quand même des questions. Il y a des gens quand même. On n'a pas encore eu l'emploi du temps, à ma connaissance. Est-ce que vous avez reçu un emploi du temps? Non, on n'a rien reçu, Ok, monsieur. pour l'instant, ok. Ok. Normalement, vous êtes en train de voir mon écran. C'est bon? Vous arrivez à voir? Non, pas encore. Ah, c'est bon. Pas encore. Ok, donc il y a toujours avec la latence entre la commande et la réalisation de la commande. Ok. Vous arrivez à voir maintenant? Oui, monsieur. Qu'est-ce que vous voyez là? Plan du cours de génie logiciel. Ça, c'est le cours numéro 0, ok, dans lequel je vais vous expliquer ce que signifie le génie logiciel et à quoi. Enfin, c'est-à-dire, on va essayer de démystifier un tout petit peu les concepts pour pouvoir expliquer le plan du cours. Ok, patienter. Il y a toujours du monde qui arrive, donc je suis obligé de valider au fur et à mesure que je parle. Okay. Je ne sais pas s'il va y avoir encore d'autres mondes. Est-ce que vous connaissez une option pour valider automatiquement pour tout le monde? Est-ce qu'il y a des gens qui ont manipulé Google Meet? Monsieur, quelle extension تاع جوجل كروم؟ C'est-à-dire il faut avoir un compte. J'ai pas bien compris. Ah, n'ayez pas peur. Monsieur, كاين واحد l'extension اسمها جوجل ميت اوتو ادميت. Eh? Et il مع faut l'installer oui, ou l'activer. il faut l'installer مع دير la Ah, synchronisation مع الكونت تاعك مع d'accord. après Ok. Ça va nous éviter par la suite. Ben, je pense au cours suivant. Ok, je ne vais pas m'amuser à chaque fois de rester validé. Ok, c'est bon. On a un compte. On vient de nous créer des comptes USCHB Google pour Google. Enfin, des comptes Google de l'USCHB, mais sous la couverture Google. Des comptes USCHB, mais gérés par Google. Donc, je crois qu'on aura assez de privilèges pour activer ces fonctionnalités. J'espère bien. OK. Donc, je vais vous présenter cette matière-là. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà entendu parler, enfin, qui ont déjà eu des connaissances sur le génie logiciel? Il y a deux mots, OK? Il y a deux mots dans le GL. OK? Il y a le génie, le mot génie, il y a le logiciel. Qu'est-ce que c'est un logiciel, à votre avis? C'est quoi un logiciel? Je vais vous dire pourquoi. OK, il y a des gens qui arrivent, donc je suis obligé. Attendez. Désolé, il y a des gens qui arrivent, je ne peux pas les laisser quand même. OK. OK, je ne vais pas donc déclencher le mode présentation. Donc, il y a une question qui m'a été posée par un de vos collègues des années passées. Il m'avait demandé, cher, c'est quoi un logiciel? Un logiciel, c'est quoi un logiciel? OK, sincèrement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire qu'est-ce que c'est un logiciel? Est-ce que c'est le code source? Est-ce que c'est le code exécutable? Est-ce que c'est la documentation technique, documentation? euh,
il faut tout d'abord, je ne sais pas si vous avez bien compris la question ou non. Le GL, ok, s'intéresse au développement de logiciels, au développement, je dis bien développement du logiciel, des logiciels. Et les logiciels ne sont pas uniquement le code source ou bien le code exécuté. C'est tout cela, tout ce que je viens de citer, ça forme un produit qu'on appelle le logiciel. Le logiciel n'est pas uniquement un truc exécutable. C'est aussi la partie conception, la documentation, le cahier de charge, le code source, tout ça forme un logiciel. Souvent, quand on n'a pas le code source, on parle de logiciel exécutable. Mais en réalité, c'est un produit. Hein. Faites attention. Un logiciel est un produit. Est-ce que vous avez compris cela? C'est un produit comme tous les autres produits, comme la voiture, c'est quelque chose qu'on développe pour le vendre. N'oubliez jamais ça. Ce n'est pas des produits artistiques que les gens développent ou réalisent pour se satisfaire eux-mêmes. N'oubliez jamais ça. Vous développez pour les autres. Est-ce que tout le monde a compris cela? Souvent, les informaticiens se comportent comme des artistes, donc ils développent pour se satisfaire eux-mêmes, pour se faire plaisir à eux-mêmes. Alors qu'en réalité, on est des prestataires de services. On est, en quelque sorte, entre parenthèses, des ingénieurs qui développent des produits pour les vendre à d'autres. Donc, la question qui se pose maintenant, je ne sais pas, est-ce que vous m'entendez? De temps à autre, quelqu'un me dit, me répond. Hein. Est-ce que développer un logiciel consiste uniquement à le programmer? Justement, pour vous expliquer la signification du GL, je suis obligé de me poser ces questions-là, de vous poser ces questions. Est-ce que développer, souvent les gens considèrent que développer un logiciel, c'est carrément la programmation. Beaucoup de gens, quand ils ont des problèmes à résoudre avec des moyens informatiques, ils passent directement à la phase de programmation. Peut-être en ayant un peu de temps à consacrer un peu au développement des algorithmes, rapidement, je dirais. Est-ce que vous m'entendez là? J'ai l'impression de parler à moi-même. Oui, monsieur. Okay. Et Mela répondait à mes questions. Ok, on n'est pas en face à face. Au moins, il me faut une certaine réactivité avec vous. Développer, vous êtes d'accord avec moi que développer, c'est pas programmer? Oui, monsieur. Qu'est-ce qu'il y a d'autre alors? Si vous me dites que développer, construire, produire un logiciel, c'est pas le programmer. La partie conception, il faut étudier. À part la programmation, à part la conception, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Est-ce que vous connaissez d'autres activités? Collecte de données. Très bien. Collecte des données de quoi? Sur quoi? Parce que collecte des données, ça peut, avec l'analyse des données ou data science, tout le monde s'est mis à parler maintenant de données. Mais de quelles données s'agit-il? Les données du problème. La première des choses, c'est collecter les données sur le problème à solutionner. Quelqu'un qui n'a pas compris un exercice à l'examen ne pourrait jamais le faire. Donc, la même chose, pour pouvoir solutionner un problème à l'aide de l'outil informatique, il faudrait tout d'abord le comprendre. Et vous n'êtes pas spécialiste de tous les domaines. Quand un comptable vous demande de lui faire un logiciel, vous ne connaissez rien de la comptabilité. Vous êtes obligé d'apprendre son domaine pour pouvoir lui développer une solution. Donc, vous devez collecter les données d'une manière... Ok, moi, je préfère utiliser le terme information. Les informations sur le domaine du problème. Ok? Est-ce que tout le monde a compris cela? Donc, développer un logiciel ne consiste pas uniquement à le programmer. Il y a d'autres activités parmi lesquelles il y a la collecte des données sur le problème. C'est ce qu'on appelle l'analyse et définition des besoins, qui est l'étape la plus importante. Parce que si quelqu'un fait des fautes lors de cette phase-là, ça va se traduire par une mauvaise conception, par une mauvaise programmation, c'est-à-dire vous allez programmer peut-être quelque chose qui va fonctionner, mais pas tel que
tel que le veut le client. Vous allez faire des choses qui ne correspondent pas à ce que cherche le client. C'est-à-dire que vous allez réaliser des fonctionnalités qui ne correspondent pas aux besoins réels du client. Si je vous demande de me faire un logiciel de traitement de texte, si vous me faites je ne sais pas, un traitement de paye, c'est pas ce que j'ai demandé, même si ça marche. C'est ça ce que je voulais dire par faute de définition des besoins. Tout le monde connaît la conception parce que vous en avez déjà eu l'occasion de le faire dans les autres modules, par exemple pour les systèmes d'information, vous connaissez les modèles conceptuels de données, modèles conceptuels de traitement, ça c'est pour les systèmes d'information. Sachez qu'il y a d'autres méthodes, hein, il n'y a pas que cela. Il y a pas mal de méthodes, je parle du mot méthode, okay, de conception. À part la conception et l'analyse des besoins, est-ce que vous connaissez une activité vraiment très importante dans le développement des logiciels? Ok. Est-ce que vous connaissez les tests des logiciels? Il y a toute une science qui s'appelle les tests des logiciels. Quand vous développez un logiciel, vous devez quand même le tester avant de le remettre à votre client, okay, ou à votre prof si vous faites un TP. Tester un logiciel consiste à faire quoi? Quelle est l'étape la plus importante dans le test des logiciels, à votre avis? Ok, j'essaie de connaître votre niveau seulement, de connaître vos connaissances en matière de développement des logiciels. Allô? Allô? Résoudre le problème. Oui, pas non. Votre collègue vient de me dire résoudre le problème, ok? Résoudre le problème, ça c'est l'analyse des besoins, la conception et la programmation. Maintenant, vous avez développé la solution. Donc, tester un logiciel, c'est quoi? Essayer toutes les possibilités. Oui. Enfin, tester, vous savez ce que c'est tester un logiciel. L'étape la plus importante dans les tests, c'est choisir les jeux de test, les données de test. Ok, exécutez votre logiciel avec des données les plus proches des données réelles pour savoir si le logiciel fonctionne correctement. Oui, pas éviter les erreurs, c'est détecter les erreurs. Pas éviter. L'évitement, c'est une autre activité. Ça, c'est autre chose. Vous allez faire des tests de logiciel pour déceler, pour détecter les erreurs et chercher leurs origines, c'est ce qu'on appelle les fautes, pour les éliminer. Ça s'appelle l'élimination des fautes. Ça, c'est le but des tests. Donc, l'étape la plus importante, c'est comment choisir les jeux de test, les données de test, pour s'assurer que votre logiciel est conforme au cahier de charge que vous avez écrit par rapport aux besoins du client que vous avez recensé dans la première étape. Ça, c'est ce qu'on appelle les tests des logiciels. Donc, c'est comme pour les mécaniciens qui fabriquent des véhicules. Quand ils fabriquent un véhicule, ils le testent avant de le mettre sur le marché. Pourquoi? Parce que en cas d'accident, vous en êtes tenu responsable. Vous en serez tenu responsable. Okay? La même chose. Est-ce que les logiciels peuvent causer des dégâts? Des dégâts matériels ou humains? Je ne vois pas. Ok, parce que je ne peux pas changer. Oui. Donc, sachez qu'il y a des logiciels qui gèrent des avions, des véhicules, okay, des trains. Okay. Il y a des logiciels qui gèrent des installations industrielles. C'est tous ces logiciels auxquels on va s'intéresser dans le GL. Donc, en cas d'accident, vous en serez responsable, tenu responsable. Okay. Donc, il faut quand même faire beaucoup de tests. Ok, pour les systèmes d'information, on ne passe pas beaucoup de temps à faire les tests parce qu'en cas de blocage d'un logiciel de gestion, ce n'est pas la catastrophe. On peut toujours remettre la machine en marche et chercher l'origine et la corriger. Maintenant, si un logiciel qui gère un avion se bloque ou se comporte mal, et ça va générer une catastrophe. Est-ce que vous pouvez par la suite ressusciter les bords? Vous ne pourrez pas le faire. Et vous en serez tenu responsable. Okay? Donc là, il y a quand même certaines exigences quand vous développez des logiciels de ce type-là. OK. Donc le but, c'est de développer des produits logiciels. Quand je dis produits logiciels, c'est tout. Hein?
c'est les programmes que vous allez écrire, plus la documentation, plus les exécutables que vous allez générer, avec tous les scripts. Tout cela forme le produit logiciel. Et ces logiciels, souvent, sont de nature très, très complexe, de grande taille. Quand je dis complexité, ça veut dire que c'est une complexité en taille ou bien une complexité en structure. C'est-à-dire la structure d'Yal est très compliquée. Donc, ce qui fait que ce logiciel-là pourrait se comporter de façon pas très conforme à ce que cherche le client et ça peut générer des pannes de différentes natures. Certaines pannes peuvent causer même des dégâts irréversibles. Donc, c'est ça. Est-ce que le développement des logiciels est un art? Beaucoup d'informaticiens, je le constate, et c'est toujours se comportent comme des artistes. Ils aiment programmer. Beaucoup, enfin, les informaticiens aiment programmer parce qu'il y a quand même une certaine partie d'artistes dans le développement, dans la programmation. Mais un artiste, généralement, fait les choses pour lui-même, alors que nous essayons de ressembler à des ingénieurs. Les ingénieurs, non, ils suivent des méthodes rigoureuses, ils savent ce qu'ils veulent produire, ils ont des méthodes avec une démarche logique, qui comporte des étapes bien définies pour réaliser le travail, avec une démarche rigoureuse. C'est-à-dire, pour chaque étape, il y a des phases de validation, de vérification, pour s'assurer que le produit, à la fin du processus, sera conforme aux besoins réels du client. Et ça ne va pas générer des catastrophes. C'est ça ce qu'on essaie de faire dans le génie logiciel. Génie, c'est le mot qui est en relation avec l'ingénierie, avec l'activité d'ingénierie. On essaie de ressembler à des ingénieurs plus qu'à des artistes. Bien qu'il y a une certaine spécificité dans le domaine de l'informatique. C'est que nos produits ne sont pas matériels. Est-ce que vous avez constaté ça? Ok, j'active. Il y a des gens qui rejoignent en retard. Est-ce que vous avez constaté que le produit logiciel, vous avez conscience que nos produits logiciels ne sont pas des produits matériels, c'est des produits conceptuels. On ne peut pas les voir. Est-ce que quelqu'un parmi vous a vu un logiciel de ses propres yeux? Le logiciel, ce n'est pas avec l'ensemble des lignes que vous écrivez. Okay? C'est toute l'intelligence qui est derrière ces lignes-là. Okay? Le logiciel, ce n'est pas le disque dur sur lequel vous sauvegardez vos logiciels. Ça, c'est le support. Le logiciel, le programme que vous écrivez, c'est une propriété intellectuelle. C'est un produit purement immatériel, non tangible, que l'on ne peut pas toucher. Mais un processeur qui exécute ces instructions peut agir sur le monde physique. Il peut agir, non pas seulement sur les données, mais il peut même agir sur le monde physique en activant ce qu'on appelle les actionneurs, en utilisant les instruments d'entrée-sortie qui agissent sur le monde physique. Donc, le logiciel, sa spécificité, c'est qu'il n'est pas matériel. Et ça nous cause des problèmes pour faire de l'informatique une science de l'ingénieur. Le développement de logiciels n'est pas encore une activité d'ingénierie digne de ce nom-là par rapport aux activités des autres ingénieurs, génie civil, génie mécanique, génie électronique. Si vous les comparez par rapport à notre activité, on n'est pas encore à leur niveau de rigueur mathématique et rigueur de travail d'ingénieur. Le problème énorme dans le développement des logiciels, c'est que nos produits sont purement conceptuels et réalisés de façon manuelle. Je vous pose une question. Est-ce que vous connaissez des logiciels vous connaissez l'automatisation? Les voitures maintenant sont fabriquées dans des usines presque complètement automatisées. Tout le monde sait ça. Ok, je ne vois pas vos commentaires. Tout le monde est d'accord. Qu'est-ce qui a rendu l'automatisation des autres disciplines de l'ingénieur possible? Qu'est-ce qui a permis à la mécanique, à l'électronique? C'est l'informatique qui a permis d'automatiser les autres disciplines. Donc, les autres sont vraiment à un niveau d'automatisation très élevé. L'automatisation vous permet, à la fabrication des véhicules, vous permet de fabriquer rapidement avec une qualité très, très importante
et avec des coûts très réduits. L'informatique a permis de révolutionner les autres disciplines. Mais est-ce que l'informatique a permis de révolutionner l'informatique elle-même, le développement de logiciels? Est-ce que le développement de logiciels est automatique ou manuel? C'est ça la question que je vous pose. J'essaie seulement d'attirer votre attention sur des vérités vraiment futiles, mais auxquelles les gens ne font pas attention. Donc, on a aidé les autres à s'automatiser, mais on n'a pas pu nous aider nous-mêmes. À votre avis, quelle est la discipline qui pourrait permettre à l'informatique d'être automatisée? Okay. Dans le cadre du GL, enfin de l'informatique d'une manière générale, l'IA, l'intelligence artificielle, pourrait apporter quand même un certain... Ok, mais pas seulement ça, faites attention. Dans le GL, on s'intéresse à tout, hein, à toutes les disciplines. Hein. On s'intéresse au développement des systèmes intelligents, des systèmes communicants, des systèmes réactifs, des systèmes d'information. Je viens de vous répondre hein, en quelque sorte à la première question, qu'est-ce que c'est le GL? Le GL s'intéresse à automatiser le développement de logiciels. C'est ça le but ultime du GL. On essaye de mettre en action tous les mécanismes, tous les outils, tous les langages, toutes les méthodes qui vont nous permettre d'automatiser ou bien de tendre vers cette automatisation. Pourquoi? Pour faire des logiciels de très bonne qualité, rapidement, avec des coûts très réduits. Est-ce que tout le monde a compris ça? C'est ça. C'est comme dans les autres disciplines de l'ingénieur. Dans les autres domaines de l'ingénieur, qu'est-ce qu'il cherche à faire? Il cherche à automatiser, à aller vite, et pour réduire les coûts et produire beaucoup, produire avec une qualité très élevée. OK? Donc, c'est ça. Mais le problème, c'est que en informatique, nos produits ne sont pas matériels. On ne les voit pas. Ou c'est l'être humain qui les crée. Développer un logiciel est un processus créatif et itératif. Créatif, créatif. Donnez-moi le terme en arabe. Il faut me le donner hein, en arabe. Vous avez bien compris. Pour fabriquer maintenant une pièce mécanique, on la fabrique en utilisant la main. Bien sûr, il y a une certaine conception, une image que l'on va dessiner sur un bout de papier ou une autre personne pourrait venir et fabriquer la pièce, okay, l'usiner. Est-ce qu'on pourrait faire ça? L'ibda' al-khallaq, oui, bien. Enfin, l'ibda' c'est la créativité, oui. C'est en quelque sorte le khalq. Vous allez créer une idée dans votre tête, vous allez essayer de la concrétiser, non pas sous forme d'un matériel, mais sous forme d'un ensemble d'instructions. Et cela ne peut se faire que par le biais d'un être humain. Donc, c'est un processus créatif qui demande de la créativité de l'être humain. Jusqu'à maintenant, on n'a pas encore connu le processus mental, le cognitif, qui vous permet de générer le code à partir de vos têtes. Hein. Le jour où vous arriverez à comprendre comment vous pouvez solutionner, trouver un algorithme, vous pourrez le programmer. Le processus, si vous arrivez à le maîtriser, à le comprendre, comment vous arrivez comment vous êtes intelligent, comment l'être humain est intelligent, capable de, à partir d'un texte, un exercice, il peut générer l'ensemble des instructions qu'on appelle l'algorithme. Le jour où on comprendra le processus qui nous permet de faire ça dans nos têtes, de façon innée, de façon incontrôlée, de façon autonome, nos têtes, nos cerveaux arrivent à le faire de façon purement indépendante de notre volonté. Hein. Okay? C'est comme la vision. Est-ce que vous pouvez contrôler votre vision? Est-ce que vous pouvez décider de ne plus voir? Ok, sans vous faire du mal, hein, bien sûr. Vous pouvez pas. Vous pouvez vous arrêter de parler, mais vous pouvez pas maintenant vous arrêter de voir, parce que c'est un processus indépendant dans vos têtes de votre volonté. La même chose, quand vous pensez à un problème, vous essayez de le solutionner, vous ne savez pas comment vous calculez, enfin, à l'intérieur de vos têtes, comment vous calculez, vous faites les calculs symboliques pour trouver l'algorithme. Eh oui, c'est ça. Votre collègue vient de me donner comment automatiser. Donc, il faudrait comprendre les processus mentaux, cognitifs dans vos têtes qui vous permettent d'être intelligent. Le jour où vous arriverez à le faire, vous pourrez donc écrire des algorithmes qui produiront d'autres algorithmes. Pour l'instant, les seuls algorithmes qui génèrent d'autres algorithmes, c'est qui? C'est quoi? Vous connaissez quand même. Il y a des logiciels capables de manipuler un tout petit peu les logiciels pour les altérer. Comment on appelle ces logiciels?
il y a quand même une petite catégorie de logiciels qui manipulent qui sont auto-reproductibles. Non, mais les scripts, les virus. Les virus, vous connaissez les virus? Ils sont capables de se reproduire, de changer un tout petit peu leur... OK? Mais c'est pour faire du mal, ou ils sont orientés vers des tâches bien spécifiques. OK? Pour l'instant, il n'y a pas un logiciel capable de prendre un texte, un exercice, et de générer à partir de ce texte-là l'algorithme. Le jour où on fera ça, on n'aurait plus besoin d'informaticiens, de beaucoup d'informaticiens. Pour l'instant, on a besoin des informaticiens, parce que le processus est toujours manuel. C'est pourquoi il y a une forte demande pour les informaticiens. Parce que le travail de développement se fait toujours de façon manuelle. Bien qu'il y a des outils, bien qu'il y a maintenant des outils, il y a des méthodes, il y a des langages, vous allez voir dans le GL, c'est ce qu'on essaie de faire, de développer tout cela pour rendre le travail plus automatique, plus rapide, plus performant. Donc c'est ça le GL, c'est les choses auxquelles on va s'intéresser. Ok, je vais agrandir la taille, je crois qu'il n'y aura plus de personnes qui vont se connecter. Ok. Vous pouvez m'arrêter, Ajma'a. N'hésitez pas à m'arrêter. Est-ce que vous m'entendez? N'écrivez pas parce que je ne vois pas vos commentaires quand je suis en mode... Donc, le GL, c'est quoi? C'est une science de l'ingénieur qui vise à proposer quoi? Des méthodes d'ingénierie. Où je mets les méthodes d'ingénierie? Autrefois, les gens faisaient le travail comme des artistes. Donc, ils demandaient à leurs clients ce qu'ils cherchaient comme solution, comme logiciel. Ils s'attaquaient directement à la programmation. Ce qui causait des problèmes, c'est-à-dire ils produisaient des logiciels qui n'étaient pas performants, qui n'étaient pas valides par rapport aux besoins du client, qui étaient peu fiables, avec beaucoup de bugs, pas forcément bugs d'exécution, mais des bugs logiques. Ok, il y a des gens qui arrivent toujours en retard. Pardon, je continue toujours à l'ancienne manière. Donc, les gens s'attaquaient au problème directement par le biais de la programmation. Et ça, c'était mauvais. Donc, il n'y avait pas de méthode. C'est-à-dire, on ne voyait pas les gens, au départ, n'appliquaient pas un processus avec plusieurs étapes, où chaque étape comporte plusieurs activités de développement. Les gens ne voyaient qu'une seule activité qui est la programmation. Et peut-être consacrer un tout petit peu de temps à la partie conception, ce qui n'était pas vraiment très performant en matière de production de logiciels fiables ou sûrs ou maintenables. OK? Donc, le GL est venu justement pour proposer des méthodes, pas de conception, d'ingénierie, analyse des besoins, conception, programmation. Dans la programmation, on a proposé plusieurs façons pour programmer. C'est ce qu'on appelle les techniques de programmation. Dans l'ingénierie des données, des besoins, ce que votre collègue tout à l'heure avait appelé données du problème, c'est ce qu'on appelle, nous, les besoins du client, les besoins du logiciel. Donc, il y a aussi plusieurs façons pour récolter ces données-là, pour les analyser, pour les valider. En matière de conception, vous connaissez déjà 2 techniques de conception. Est-ce que vous pouvez me les citer? Vous pouvez écrire les commentaires comme vous ne voulez pas parler. Allô? Allô? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous pouvez me citer? Mais allez, toi. C'est pas... Choufou, l'erreur est humaine. L'erreur n'est pas... C'est-à-dire, c'est l'erreur qui vous permet d'apprendre. Si vous ne faites pas des erreurs, vous ne pourrez pas apprendre. Mais allez, vous me donnez des solutions, enfin des réponses. Même si elles sont erronées, ça va nous permettre d'avancer. Quelles sont les techniques de conception que vous connaissez? Vous connaissez déjà conception et programmation. Est-ce que vous connaissez la conception orientée objet? Vous en avez entendu parler? Oui, la conception procédurale, basée sur comme dans le C. Il y a la conception basée sur les clauses de Horn,
OK. MCD, c'est une conception orientée données. Il y a la conception orientée objet, parce que objet, ce n'est pas les données. Hein. Ça mixe les données et les traitements. Il y a la conception orientée procédurale, et il y a d'autres, hein, programmation, logique, etc. OK, les deux les plus connus, c'est la conception et programmation procédurale. Il y a la conception orientée données, il y a la conception orientée objet. OK, donc vous voyez, il y a plusieurs techniques pour faire le travail. Donc, on a dit que le GL s'intéresse à la proposition des méthodes. Les méthodes, c'est quoi? C'est les différentes activités organisées, enchaînées logiquement pour résoudre un problème. Il y a des gens qui aiment les méthodes séquentielles, il y a certains qui aiment faire des méthodes parallèles, utiliser des façons, des processus parallèles pour faire le travail. Il y a certains qui utilisent des approches itératives. On verra ça par la suite. Dans chaque étape, il y a des activités. Maintenant, la conception, il y a plusieurs techniques pour faire la conception. Pour la programmation, il y a plusieurs techniques pour faire la programmation. Programmation orientée objet, programmation procédurale. Même pour les tests des logiciels, c'est une étape très importante. Il y a plusieurs techniques. Il y a des techniques, ce qu'on appelle de tests fonctionnels, les tests structurels, les tests de surcharge, etc. Donc, le GL aussi s'intéresse à la proposition des langages. Pas seulement les langages d'objets, de programmation. Il y a aussi les langages pour décrire les besoins du client. Tout à l'heure, vous avez parlé de la collecte des données. Est-ce qu'on va collecter les données en utilisant uniquement le langage naturel? Est-ce que vous connaissez un langage, à part le langage naturel, le français ou l'anglais, l'arabe? À part ces langages-là, est-ce qu'il y a d'autres langages qui nous permettent de récolter les besoins du client pour décrire les fonctionnalités futures de notre logiciel? Est-ce que vous connaissez des langages? C'est juste pour savoir ce que vous connaissez. Hein. Est-ce que vous avez entendu parler du langage UML? UML. Donc, UML est un langage qui propose des diagrammes pour récolter. Allez, on utilise le graphique. Chauffe-vous. Si quelqu'un vient vous demander de lui fabriquer une pièce, il peut passer toute une journée à vous expliquer la forme, les dimensions de la pièce. Mais il n'y a pas mieux qu'un dessin. Il n'y a pas mieux qu'un dessin pour vous présenter la pièce. Avec un petit dessin, vous allez directement comprendre. Certes, vous aurez peut-être besoin de quelques phrases pour compléter la description, mais généralement, un dessin, un diagramme vous permet de bien comprendre. La même chose, on essaye de faire, de ressembler aux autres techniques d'ingénieurs en utilisant nos propres diagrammes, bien sûr, pas les diagrammes dessins industriels, mais nos propres diagrammes appropriés pour l'informatique. Donc, on essaie. Il y a aussi des diagrammes, il y a aussi d'autres langages plus ou moins formels, mathématiques. Hein. Par exemple, dans les systèmes critiques, il y a ce qu'on appelle les réseaux de Petri, il y a les automates qu'on utilise pour faire... C'est des langages, hein, c'est des langages qui sont très utilisés dans ce domaine-là. Donc, il y a les langages de programmation, il y a les langages de conception, etc. Dans le GL aussi, génie logiciel, on va s'intéresser aussi au développement des outils. OK, on n'aura pas le temps d'arriver à ça, mais les outils sont des instruments qui vous permettent d'automatiser les tâches. Par exemple, au lieu d'écrire à la main un cahier de charge, on peut le faire avec des éditeurs de texte appropriés, avec des analyseurs. Par exemple, pour programmer, ça serait bien d'avoir des outils qui vous permettent d'écrire, de corriger les erreurs de programmation immédiatement, qui vous donnent les help. Ça serait bien même d'avoir des outils qui vous permettent de générer le code source à partir des diagrammes de conception. Tout cela vous permet d'aller vite dans le travail et d'éviter de faire des erreurs. OK, il y a ce qu'on appelle l'évitement des fautes, il y a l'élimination des fautes. L'évitement des fautes, plus vous utilisez les outils, plus vous allez éviter de faire des fautes. Maintenant, il y a des outils qui vous permettent d'éliminer les fautes, c'est-à-dire de les rechercher, de les éliminer. C'est ce qu'on appelle les outils de test de logiciels. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de JUnit. Enfin, il y a des packages qui viennent avec le Java ou avec d'autres langages pour faciliter les tests des logiciels que vous écrivez.
Donc, j'ai dit que le GL, c'est une science de l'ingénieur qui vise à proposer les méthodes d'ingénierie, les techniques, les langages et les outils pour développer des logiciels, des produits logiciels. Tout cela, ce n'est pas pour fabriquer des avions, pour fabriquer des voitures, mais c'est pour produire, pour construire des logiciels. Pas n'importe quel logiciel, de bonne qualité. On va voir quelles sont ces qualités par la suite. OK, vous me suivez là? Donc, c'est pour produire des logiciels de bonne qualité. La moindre des choses, il faut que ces logiciels soient fiables, bien sûr. Dans les meilleurs délais. Il ne faut pas faire un logiciel en 30 années. Il faut le faire dans les délais exigés par le client, avec les moindres coûts possibles. C'est comme pour les autres ingénieurs. Quand ils fabriquent de façon à minimiser les coûts. Parce qu'il y a un marché avec une forte compétition, avec une concurrence très sévère. Vous devez vendre vos logiciels. Et pour les vendre, il faut qu'ils soient de bonne qualité, produits immédiats dans les plus brefs délais et avec les moindres coûts possibles. Donc, je répète, voici le schéma général des grandes activités, des grandes étapes dans le développement des logiciels. Ça, c'est ce qu'on appelle le modèle en cascade. On va l'apprendre par la suite. Donc, les grandes activités que l'on retrouve dans le développement des logiciels, c'est l'analyse et définition des besoins du client pour fabriquer le logiciel. Ensuite, il y a la phase de conception. Ensuite, il y a la réalisation, c'est-à-dire le codage, la programmation, avec les tests sur les différentes fonctions. Ensuite, on fait l'intégration, le regroupement des différents morceaux du programme pour réaliser. Parce qu'on s'intéresse à des systèmes logiciels complexes, n'oubliez pas ça. Et à la fin, il y a la mise en exploitation et la maintenance. C'est-à-dire quand vous livrez le logiciel à votre client, s'il y a des erreurs, ça va être fait par les gens de la maintenance. Ce n'est plus les tests. Les tests, c'est avant livraison. La maintenance, c'est après livraison. Quand vous faites l'analyse des besoins, vous générez un cahier de charge. Le cahier de charge contient tout ce que cherche le client, comme fonctionnalité, comme besoin, comme performance, etc. Quand vous faites la conception, vous allez générer des diagrammes, ce qu'on appelle les documents de conception. Et quand vous programmez, vous allez avoir le code source plus les documents, ce qu'on appelle les spécifications de votre logiciel. Les testeurs vont prendre le code source, ils vont prendre les spécifications, ils vont exécuter ce code-là et s'assurer qu'il est conforme aux spécifications. Yani le programme Rahou Yimchi qui met comme le veut le client. Enfin, le client tel qu'il est décrit dans le cahier de charge. Maintenant, si le cahier de charge contient des erreurs, c'est catastrophique. Et à la fin, vous livrez le logiciel avec les documents d'aide à votre client. Maintenant, s'il y a des erreurs qui sont détectées, c'est les gens de la maintenance qui vont le corriger. Donc, c'est un peu compliqué. Les développeurs ne sont pas forcément les gens de la maintenance. Est-ce que vous avez des questions? Allô? Ok, j'avance alors. Je ne sais pas s'il y a des questions. Donc, l'objectif, c'est quoi? Voici les objectifs de notre cours. On n'a pas assez de temps pour faire tout. Je vais me baser, ok, je répète, je vais me baser sur les deux premières étapes, analyse des besoins et la conception. Ok, un tout petit peu de la conception. La programmation, vous l'avez déjà faite, vous êtes en train peut-être de voir d'autres paradigmes de programmation. Ok, les tests, vous n'avez pas assez le temps. Ok, les gens de EASY ont un autre module qui porte sur les tests uniquement, c'est le GL3. Ok, vous n'avez qu'un seul module, donc j'essaierai de vous couvrir les deux premières étapes les plus importantes, analyse et conception des logiciels. Ok, donc le but, les compétences que vous devez acquérir à la fin de ce module-là, de cette matière-là, c'est acquérir les concepts de base du génie logiciel en termes d'objectifs de qualité, de coût et de délai. Vous devez comprendre ce que c'est le GL. Ça, c'est l'objectif du premier chapitre. Ensuite, vous devez aussi comprendre les étapes d'un cycle de vie d'un logiciel. Les logiciels, c'est en quelque sorte, c'est une entité vivante. Donc, elle naît, cette entité naît avec la commande du logiciel et elle meurt quand vous l'abandonnez. Quand vous abandonnez un logiciel, vous êtes en train de le mettre à mort. OK? Et entre la commande du logiciel et la mise à mort du logiciel, il y a des étapes par lesquelles il passe. Ça, c'est ce qu'on appelle les cycles de vie du logiciel. Il y a plusieurs modèles pour les cycles. On va les voir aussi. Vous devez aussi comprendre le processus de spécification et d'analyse des besoins en utilisant les diagrammes de cas d'utilisation UML.
Vous devez être capable de dialoguer en quelque sorte avec les clients pour recenser leurs besoins et les dessiner sous forme d'un diagramme. Les diagrammes, et non pas seulement le langage naturel. Vous allez utiliser le langage naturel. Hein. Par exemple, le PFE, vous devez écrire des phrases, ça c'est sûr. Mais vous devez compléter les descriptions en langage naturel, vous devez les compléter avec des diagrammes, parce que les diagrammes sont graphiques, et les graphiques vous permettent de rendre la signification des phrases plus précise. La signification, vous allez lever les ambiguïtés et vous allez éclaircir et compartimenter, structurer les besoins du client. Les besoins, c'est les futures fonctionnalités. C'est les fonctionnalités de votre futur logiciel que vous allez décrire. Parce que dans un logiciel, il n'y a pas que 2 ou 3 fonctionnalités. Il peut y avoir une centaine, des milliers de fonctionnalités pour les logiciels complets. Vous devez les recenser sans rien oublier et sans qu'il y ait des contradictions entre les besoins. Est-ce que vous pouvez me donner les besoins de logiciel que je suis en train d'utiliser, le PowerPoint? Et parlez, s'il vous plaît. J'aime bien entendre vos voix. يا جماعة ما تخافوش. N'ayez pas peur. N'ayez pas. Allô? Allô? Des commentaires, معليش. Donnez-moi une petite fonctionnalité du PowerPoint. Tout le monde connaît le PowerPoint. Ok. Si vous ne connaissez pas le PowerPoint, t'as le Word. Je vais vous donner un exemple. Ok, ça c'est un autre logiciel. Ok, ça a les fonctionnalités. قبل ما يديروا هذا logiciel avec cette interface, par exemple, vous voyez l'interface, le menu. Par exemple, l'une des fonctionnalités de mon logiciel, c'est de créer un nouveau fichier, un nouveau document. Ok, vous pouvez créer. Le client au départ a demandé à celui qui a fait ce logiciel, est-ce que je veux avoir un logiciel qui me permet de créer des présentations. Des présentations, ok, ouvrir, fermer, enregistrer, imprimer. Ça, c'est des fonctionnalités. Ok. Par exemple, insérer, il y a l'insertion, insérer des images, insérer des graphiques. Ça, c'est des fonctionnalités. Maintenant, ça, c'est des logiciels de bureau, c'est-à-dire avec beaucoup d'interactivité avec les êtres humains. Mais il y a des logiciels qui n'ont pas des menus comme ça. L'ascenseur. Il y a un logiciel derrière l'ascenseur, ok, qui gère l'ascenseur. Ce logiciel s'interagit avec l'être humain à travers des boutons et non pas à travers des menus. Hein. Faites attention, il y a des logiciels spécifiques qui n'ont pas d'interface classique. Le téléphone, le système d'exploitation de téléphone. Ok, il utilise touchscreen, ok, un écran tactile, etc. Ou avec des boutons, avec des écrans sur lesquels que vous allez toucher pour activer des fonctionnalités. Faites attention. Ce qui nous intéresse, nous, ce n'est pas l'interface graphique. Là, en fait. Pour les non-voyants, on utilise le braille, par exemple. On peut utiliser même la voix pour communiquer avec certains logiciels. Et ce qui nous intéresse, nous, c'est les fonctionnalités qui sont derrière tout ça. OK? Donc, tout cela, on doit les recenser avant de faire le logiciel. Si vous oubliez une fonctionnalité, c'est que ça va se traduire par un manquement, okay, au désir du client. Vous devez aussi être capable, okay, de faire la conception de la vue statique d'un logiciel à l'aide des diagrammes de classe. Donc, la vue statique, c'est les composants de votre logiciel. Les composants du logiciel, ce ne sont pas seulement les données, ce ne sont pas uniquement les fonctions, c'est les deux à la fois. On va utiliser une approche orientée objet. Donc, on va faire une conception à base des classes. Tout le monde connaît les classes. S'il vous plaît, un peu de... Oui. Ok. Écrivez des commentaires. Mais allez, je vais faire le va-et-vient entre... Donc, il n'y a pas des gens qui n'ont pas fait l'orienté objet. Tout le monde connaît l'orienté objet. Ça, c'est l'avantage que vous avez. Vous devez aussi apprendre à faire la conception de la vue dynamique d'un logiciel à l'aide des diagrammes UML. À l'aide des diagrammes UML de séquences et d'état de transition. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Un objet ne fait qu'une partie du travail. Donc, pour réaliser une fonctionnalité, tu as
un logiciel, il faut la coopération entre plusieurs objets. Chaque objet fera une partie du travail. Il faut qu'il y ait la communication entre ces... Ok, je ne sais pas s'il y a un outil qui me permet de dessiner. Ouais. Ok, ok, désolé. Allez, j'avance. C'est bon? Donc, c'est ça les grandes compétences que vous devez acquérir à la fin de ce cours-là, okay, à la fin du semestre. Vous devez être capable de répondre à la question qu'est-ce que c'est le GL, quel est son but. Vous devez comprendre la notion de cycle de vie, quelles sont les différentes étapes dans le cycle de vie d'un logiciel, quelles sont les grandes activités menées pour développer un logiciel. Ensuite, vous devez être capable au moins de faire deux choses, la spécification des besoins, okay, à l'aide des diagrammes avec leur analyse, et vous devez être capable de faire la conception des logiciels en utilisant les diagrammes de classe, les diagrammes de séquence et, Inch'Allah, aussi les diagrammes d'état de transition si on aura assez. J'aimerais bien vous faire d'autres diagrammes, mais Allah râle. Okay? C'est tout ce dont on dispose hein, pour l'instant. Vous devez... Ok. De toute façon... Pardon, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe là. Ça c'est bloqué. Est-ce que vous arrivez à m'entendre? Puisque j'ai lancé le tableau. On vous entend, monsieur. Ok. Parce que tout à l'heure, il y avait un petit problème. Je ne sais pas. Ça c'est bloqué, je ne peux plus avancer. Peut-être que quand j'ai lancé le tableau blanc, ok, vous patientez. Est-ce que vous avez des questions? Ok. Je vous ai dit, dans le GL, on s'intéresse au développement de tous les logiciels, quelle que soit leur nature. Il y a du GL pour les systèmes intelligents, il y a du GL pour les systèmes d'information, pour les systèmes communicants, les protocoles de communication. Mais, enfin, c'est les mêmes, ils utilisent les mêmes concepts appliqués à des domaines bien particuliers. Ok, je n'arrive pas à avancer. Je crois que quand j'ai lancé le tableau blanc, il s'est activé, mais j'aurais dû tester ça avant. Ok, autrefois, j'utilisais un WebEx okay, qui me permettait de... Ok, c'est bon, normalement. Tableau de bord, ok. Ok, mais la prochaine fois, je vais l'essayer, pas aujourd'hui. Avec le WebEx, c'est plus simple, mais la RALB, on n'a plus nos comptes WebEx. Ok. Je vais pas tarder, hein, de toute façon. Hein. Il me reste 2 transparents. Bah, je vous laisse partir. C'est juste une prise de contact. Vous êtes combien dans la section, s'il vous plaît? On n'a pas encore les listes, monsieur. Approximativement. 120, 115. 120. Une brigade. Oui, l'année passée, c'était 120. 120. C'est pas pédagogique, de toute façon. Hein. Ça, c'est pas le système LMD. Ça, c'est autre chose. Comment on va faire pour les... Ok, moi je vous conseille, ok, je vais vous envoyer entre-temps, hein, parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'il est en train de faire, mon système. Je vais essayer de désactiver le whiteboarding. Okay, je vais l'essayer plus tard. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de vous dire là? J'ai ma chaîne YouTube dans laquelle j'ai enregistré les séances les années passées, les 2 années passées. Donc, il y a dedans tous mes cours. OK? Il y a dedans tous mes cours. Vous m'entendez là? OK? Rappelez-moi, la déléguée, Manel, c'est ça?
Oui, c'est ça. Donc, vous m'envoyez un mail pour que je vous envoie les mails vers les playlists. OK, c'est en mode restreint, hein, c'est pas accessible par tout le monde. C'est uniquement à mes étudiants que je donne l'accès. OK, à tous ceux qui veulent y D'accord. accéder. OK, je vous enverrai. Donc, essayez de, ceux qui ratent les cours, voilà. Enfin, ça serait bien de revoir, si vous avez assez de temps, de revoir les cours avec les questions posées par vos collègues des années passées. Donc, c'est le même cours que j'ai enseigné à L2 ISIL, OK, et L3 à 4, OK, des années passées. Donc, ça pourrait vous intéresser quand même. Il y a dedans pas mal de choses, hein. OK, c'est bon. Est-ce que vous avez compris les grandes lignes sur les objectifs du cours? C'est bon? Oui, monsieur. Oui. Okay. Voici le plan du cours. Donc, le chapitre 1, ok, ça ne veut pas manquer. Ah. Attendez. C'est pas ça. Patientez. Donc, le chapitre 1 va porter sur l'introduction au GL. On va voir la crise du logiciel. Il y a une crise qui a poussé les gens à développer, à proposer cette nouvelle science, le GL, enfin, cette discipline qu'on appelle le GL. Il y a eu une grande crise de logiciel qui existe toujours, hein. Je vais vous l'expliquer la prochaine fois, Inch'Allah. Donc, qui a poussé les gens à proposer cette discipline qu'on appelle le GL. On va revoir la définition du GL. Donc, je vous ai déjà donné la définition, mais on va la voir avec une deuxième définition. On va voir quelles sont les bonnes qualités des logiciels. Donc, vous allez voir qu'il y a des qualités internes, des qualités externes. Il y a des qualités, les bonnes qualités qui intéressent le client. Il y a des qualités qui intéressent le client, le développeur. Donc, il y a des qualités internes, techniques. Il y a des qualités externes, OK, du produit. On va voir les différents modèles de cycle de vie. Ça, c'est une grosse partie, hein. Ensuite, on va voir l'analyse et définition des besoins. Un chapitre qui porte sur la définition, les techniques pour définir les besoins, comment écrire un cahier de charge. Ça va vous servir aussi pour la préparation du PFE. Dans le chapitre 3, OK, tout ce qui est en gris, ça veut dire que je pourrais ne pas le présenter. Allez, c'est à cause du temps. Donc, il se peut que je vous explique l'UMR rapidement pour passer au diagramme de cas d'utilisation et le diagramme d'activité. Maintenant, si je vois qu'on a assez de temps, je pourrais vous faire toute une séance sur le langage UML. Sinon, je passerai directement au chapitre 4 qui porte sur les diagrammes de cas d'utilisation. Ensuite, maintenant, la conception, c'est les diagrammes de classe et d'objets. Je pourrais directement vous présenter ça, mais maintenant, si je vois qu'il y a assez de temps, je pourrais vous consacrer tout un cours sur la conception des logiciels orienté objet, avec l'approche orientée objet, en critiquant l'approche procédurale, en vous expliquant le paradigme orienté objet. OK? Cela tout dépend de la disponibilité du temps, hein. Sinon, je passerai directement au diagramme de classe. Parce que là, il se peut que les parties en gris, je ne vais pas les présenter parce que vous avez déjà fait un peu de programmation orientée objet. Donc, vous connaissez ce paradigme. Je passerai directement à la description de la conception statique en utilisant les diagrammes de classe et d'objet. Et à la fin, je présenterai la vue dynamique, c'est-à-dire les diagrammes de séquence et les diagrammes d'état de transition. Ceux qui sont intéressés, okay, qui veulent avoir plus de détails, il y a mon livre, okay. Introduction à l'analyse et conception des logiciels avec UML. Okay. Donc, il y a dedans tous les détails, si vous voulez. Sinon, il y a aussi la playlist de YouTube qui contient mes cours des années passées. Ça pourrait aussi vous aider c'est-à-dire, vous pourrez y trouver des informations peut-être supplémentaires
Parce que les gens, quand ils posent des questions, ça vous pousse à répondre, donc à expliciter encore plus les détails. OK? C'est ça l'avantage. Des fois, on se trouve avec des étudiants assez assidus qui posent des questions, donc qui vous forcent à expliquer des choses que vous n'expliquez pas souvent dans les cours, vu les contraintes de temps. OK? Donc, des fois, les étudiants vous poussent à expliciter bien les choses. Hein. OK? Est-ce que vous avez des questions avant que je m'arrête? Normalement, je ne sais pas s'il y a la possibilité d'enregistrer les séances. Tout à l'heure, votre collègue m'avait dit qu'il y avait une extension de Google Meet. Je vais essayer de la placer. Sinon, il y a le Google, ma playlist hein, qui contient les cours. Pour ceux qui ratent les cours, hein, ils peuvent toujours les consulter. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questionnements? Est-ce que vous avez compris sur quoi porte le GL? Donc, je répète une dernière fois, ce qui nous intéresse dans le GL, c'est les méthodes de développement, c'est les techniques de développement, les activités de développement, surtout, la définition des besoins, ce qu'on appelle la spécification des besoins, la conception. On s'intéresse aussi à la programmation et on s'intéresse beaucoup aussi aux tests, sauf que les tests, on n'a pas assez de temps pour les voir. Vous n'avez qu'un seul cours par semaine, donc au total, vous avez une douzaine de cours. Okay. Mais généralement, un informaticien devrait connaître le test des logiciels. Autrefois, avec les ingénieurs, on les faisait. Quand il y avait le système d'ingénierie, on faisait les tests de logiciels. Le cours comportait toute une partie sur les tests de logiciels. Vous n'avez pas eu. Mais plus tard, peut-être avec la mise à jour des cahiers de charge, enfin pour les promotions suivantes, peut-être ils auront l'occasion de voir ça. Parce qu'il va y avoir des changements de cahiers de charge. Est-ce que vous avez des questions? S'il vous plaît, est-ce que si vous n'avez plus de questions, vous pouvez partir, on s'arrête là. Avant cela, donc vous m'avez dit que vous avez 120. Ok, par la suite, selon l'emploi du temps, peut-être on va garder le même lien pour faire les séances. Parce que Google Meet, nous permet de garder le même lien pour faire nos réunions. Ce n'est pas la peine de générer d'autres liens de Google Meet. Je vais voir comment enrichir tout ça. Ok. Si vous n'avez pas de questions, vous pouvez partir. Au revoir. Merci, monsieur. Au revoir. J'entends. Au revoir, monsieur. Au revoir.